Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette seconde partie de l'entretien d'Atman Bhakta. On reprend au moment où Atman venait de nous expliquer son postdoc au Canada. Bonne écoute. Ok, alors intéressant le fait que tu dis que tu as commencé à t'ouvrir vers le machine learning à ce moment-là. Alors déjà, juste, est-ce que tu peux brièvement expliquer ce que c'est que le machine learning pour les auditeurs et auditrices ? Oui, alors le machine learning, en français on pourrait dire l'apprentissage automatique ou l'apprentissage statistique, tout ça c'est plus ou moins des synonymes. C'est un ensemble de techniques et de méthodes mathématiques qui permettent d'entraîner un modèle ou une fonction, si on veut. Cette fonction-là permet de prendre des inputs, des variables en entrée et de prédire ce que serait la sortie de cette fonction-là en sortie. Classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on impose la forme de cette fonction-là. C'est ce qu'on fait quand on fait des maths. On dit fx égale x carré. Donc on dit, quand je prends en entrée x, la sortie, c'est x carré. Je l'impose. Donc j'impose les règles et je récupère la sortie. En machine learning, on fait l'inverse. J'impose la sortie et je récupère les règles. Donc je dis x, quand x égale 2, la sortie c'est 4. Quand x égale 4, la sortie c'est 16. Quand x égale 3, la sortie, c'est 9. Maintenant, le machine learning consiste à écrire un programme ou un algorithme ou une fonction, on peut l'appeler comme on veut, qui trouve les règles, qui dit, en fait, quand tu dis 2, 4, 3, 9, 4, 16, ça veut dire que tu es en train de mettre au carré. Donc, en fait, ton modèle, c'est x au carré. Waouh. C'est super bien expliqué, merci beaucoup. Alors, donc, plusieurs choses m'intéressent. D'abord, quand est-ce que tu as commencé à te familiariser avec le machine learning ? Parce qu'il me semble que ça n'a pas vraiment fait partie de ton cursus de formation initiale. Et puis, pourquoi est-ce que tu as eu envie d'aller dans cette direction ? Alors, effectivement, ce n'était pas dans mon cursus de manière officielle. Je pense à l'époque, alors ça fait vieux de dire ça, mais quand même, c'était en 2013-2014, il y avait rarement des cours de machine learning dans les parcours. Mine de rien, ça a explosé assez récemment. Mais en fait, qui dit machine learning dit, c'est là où les maths font tout leur sens, dit une grande partie de maths et une petite partie d'informatique. Donc ce n'est pas plus que ça finalement. Et donc c'est à la fin de ma thèse que j'ai commencé vraiment à regarder de manière un peu autonome parce que ça me plaisait, j'entendais des actualités autour de ça et c'était l'époque où le deep learning commençait vraiment à montrer des résultats intéressants, 2016, ce genre de choses. Donc je commençais à regarder, à m'informer, mais vraiment juste par curiosité. Ok. Et voilà, donc c'est en postdoc où là pour le coup j'en ai fait vraiment mon quotidien. Ouais, et donc là tu as commencé à vraiment faire de la recherche dedans. Et est-ce que c'était quand même lié ? Parce que toi, tu viens du même monde que moi, les EDP, équations dérivées partielles. Est-ce que quand même ces deux pans se parlaient ou est-ce que tu as clôturé le monde des EDP pour te lancer dans le machine learning ? En fait, c'est vraiment la suite logique de ce genre de formation. Effectivement, quand on dit machine learning, il y a beaucoup de mystères autour de ça et on a l'impression que c'est quelque chose de complètement indépendant, de très différent. En vrai, pas du tout. C'est-à-dire la brique la plus importante du machine learning, c'est vraiment la brique qui fait que tout marche bien. C'est un algorithme que les gens, que nous en maths, on connaît depuis, je ne sais pas combien, peut-être 2 siècles, qui est la descente de gradient. Mais oui. Et donc, calculer un gradient, ça c'est du calcul différentiel. Donc, un gradient diff agrade, donc ça, tous les gens qui font des EDP connaissent. Donc, en fait, voilà, on est quand même dans un terrain où on est assez à l'aise, on connaît bien les choses. Donc, gradient, généralisation, on va dire, avec les mains de ce que c'est qu'une dérivée. Et voilà. Une dérivée, si vous connaissez la position d'un objet, la dérivée, c'est sa vitesse. Voilà, exactement. Donc, et d'ailleurs, si on veut illustrer ce que c'est une descente de gradient en machine learning, c'est on cherche à partir d'un point initial, quel est le prochain point qui me permet d'être plus performant dans mon modèle. Et le prochain point, c'est j'essaie de descendre de gradient comme son nom l'indique, j'essaie de descendre un peu cette pente-là pour aller le plus bas possible dans la fonction. Ok, ouais, donc toi tu le vois comme une continuité logique au vu de tes intérêts. Oui, tout à fait. Ok.
Et donc, alors, 2018-2019, c'était un post-doctorat. Donc, quelque part, tu étais toujours dans l'académique. 2019-2020, il y a un petit virage qui s'effectue parce que là, tu obtiens un poste d'ingénieur-chercheur donc, et chef de projet à l'Institut Carnos Miles de Sorbonne Université. Donc, c'est là où, à nouveau, on n'était pas très loin, mais on ne s'est pas croisés. Alors, déjà, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer ce qu'était à l'époque l'Institut Carnos Miles, qui n'existe plus, mais dont je pense on peut dire que c'est la structure Summit qui a pris la succession à Sorbonne Université. Exactement. En fait, le virage, effectivement, à ce moment-là, j'ai fait la thèse, j'ai fait le postdoc. Bon, il faut un moment se poser et se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et la suite un peu logique dans le monde de la recherche, c'est de tenter les concours de maître de conf ou des postes de chercheur au CNRS, ce genre de choses. Et donc, je me suis pas mal posé des questions à ce moment-là, de savoir est-ce que ça m'intéressait. Évidemment, c'est intéressant la recherche, hein. Mais tous ces aspects-là sur les applications, où est-ce que ça peut me mener et à quelles problématiques je peux répondre, je me suis dit peut-être que c'est pas forcément la voie qui serait la plus optimale pour moi, pour mon profil. C'est une voie super intéressante, mais pour mon profil à moi, ça me paraissait peut-être moins concret à ce moment-là. Et donc j'ai cherché plutôt des postes type R&D, un peu comme je fais maintenant. Et le poste au Carnos Miles, c'était le poste parfait parce que c'était à l'université, on continue à faire des maths, on continue à être dans un environnement qu'on connaît très bien, le SJLL que tu connais très très bien, tout en adressant des problèmes de l'industrie. C'est ça en fait l'identité du Carnos Miles qui deviendra celle de Summit aujourd'hui, qui continue à être plus ou moins la même identité, qui est on met nos résultats, les résultats de notre recherche et nos compétences au service de problèmes concrets des entreprises. Donc que ce soit de l'industrie, de l'énergie, les banques, ça peut être n'importe quelle. Donc concrètement, c'est eux qui viennent vous solliciter potentiellement avec un problème. Et du coup, ensuite, on peut mettre des ingénieurs sur ces problématiques pour essayer de résoudre. C'est exactement ça. Ils viennent nous soumettre des problèmes. On les aide à bien formaliser le problème. Ça, c'est une étape importante. Oui. Et ensuite, on se met en équipe pour travailler sur ces problèmes-là et arriver avec des solutions plus ou moins avancées. Parfois, c'est juste du conseil de dire vous devrez regarder plutôt cet aspect-là qu'un autre. Parfois, c'est un algorithme et parfois, c'est des choses nouvelles qui n'existaient même pas dans la recherche parce qu'il y a toujours, le diable est dans les détails. Donc, il y a toujours le petit détail qui fait que la théorie très établie ne s'applique pas exactement. Et donc, on vient rajouter ce petit epsilon qui fait que tout fonctionne. Et alors, concrètement, est-ce que ça pouvait mener à des publications ou... Théoriquement, oui. Alors, dans la pratique, je ne crois pas que ce soit vraiment... très orienté publication pour deux raisons. La première, c'est il y a pas mal d'aspects de confidentialité avec les entreprises. Ouais. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Ouais. Et la deuxième raison, c'est que on n'a pas le temps. Finalement, pour justifier une publication, souvent, il faut quand même creuser la question en profondeur avec de la littérature. Ensuite, ce que nous, on prétend proposer, justification rigoureuse si on fait des maths, avec tout un travail en annexe, de montrer des résultats un peu annexes, de trouver un toy modèle, etc. Et ce n'était pas ça la valeur ajoutée du Carnos Miles et de Summit. Sa valeur ajoutée, c'était vraiment, on adresse le vrai problème industriel et on aide les entreprises à vraiment sortir avec une solution, sortir avec des recommandations pour résoudre leurs problèmes. Ok. Et donc, toi, tu es resté une année là-bas. Est-ce que tu te souviens à peu près sur combien de projets tu as été mis à cette époque ? Enfin, juste un ordre de grandeur, en fait, parce que j'ai aucune idée de l'ordre de grandeur. J'ai travaillé peut-être sur 3 projets, on va dire, importants. Ouais. Et puis, de toute façon, on était une équipe, donc finalement, on bossait tous à peu près sur tous les projets. On discutait pas mal entre nous, il y avait une très très bonne ambiance où on s'entraidait sur les projets. Donc, j'étais au courant de tous les projets de mes camarades. Mais j'étais en charge de manière un peu officielle, peut-être de 3 ou 4, je ne me rappelle pas exactement. Ok. Et est-ce que, alors, peut-être pour des questions de confidentialité, tu ne peux pas rentrer dans les détails, mais juste des idées, nous donner un ordre d'idées, des questions que vous pouviez traiter, de choses que tu as pu être amené à faire là-bas ?
Oui, effectivement. Donc, sans forcément parler des entreprises et de leurs Voilà, c'est ça. problématiques exactes, alors ça allait vraiment des EDP, trouver la modélisation qu'il faut pour un phénomène physique et quel est le bon outil de simulation et quel terme il faut mettre pour qu'on reproduise bien le phénomène qui nous intéresse. Ça pouvait être du traitement d'image un peu avancé parce qu'on a envie de détecter des défauts sur certaines structures et que détecter ces défauts-là, en fait, ça représente un enjeu économique très, très important. Mais oui. Ça pouvait être aussi des méthodes d'optimisation et d'interpolation. C'était un use case super intéressant aussi, où en fait, on a envie d'interpoler entre différents points. On ne peut pas se permettre de calculer tout ce qu'on a envie de calculer. Donc, on calcule juste en un certain nombre de points. Autrement dit, on calcule un certain nombre de configurations. Ouais. Et on a envie quand même de savoir ce que va être le résultat sur une configuration, mais qu'on n'a jamais calculé. Ouais. Et donc, il faut qu'on interpole. Donc, ça, c'est le terme un peu technique qui veut dire qu'il faut qu'on trouve une sorte de moyenne entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on a envie de savoir. Sauf que calculer juste une simple moyenne ou faire une interpolation un peu standard, ça ne marchait pas. Et donc, on a dû développer des manières d'interpoler qui étaient un peu plus intelligentes. Donc, voilà, c'est ce genre de problème. Ouais, donc c'est super concret. Mais alors, d'un point de vue, tu vois, moi, quand je regarde ça de l'extérieur, je me dis, mais des fois, il faut du temps pour rentrer dans un projet, il faut se l'approprier. Et là, en fait, c'est plus des missions qui ont l'air d'être un peu, des fois, sur des courtes durées, puisque en un an, tu as été sur plusieurs projets. Mois, oui. Comment est-ce que tu gères ça? En fait, il y a une méthode qu'il faut mettre en place, une méthodologie qui est déjà d'essayer de comprendre le problème avec un certain nombre de questions et de ne pas se laisser quelque part influencer par l'entreprise parce qu'elle connaît très très bien son sujet sans problème, mais elle n'a pas de recul justement pour mettre les bons termes, Mais on va oui, dire c'est techniques. ce qu'ils viennent chercher chez vous C'est ce qu'ils d'ailleurs. viennent chercher. Ensuite, de faire rapidement un premier pas. Quand on vient du monde de la recherche, on n'a pas trop envie de faire ça parce que c'est un peu l'inverse. On a envie vraiment de tout comprendre avant de commencer à... Alors que là, c'est contre-productif en fait de faire ça. Il faut rapidement faire un premier pas. Il est faux, on le sait. Il n'est pas précis, on le sait. Mais ça permet de poser le décor et de commencer à discuter autour de ça. Eh oui, bien sûr. Et par contre, on ne prétendait pas résoudre le problème de l'entreprise. Notre valeur ajoutée et notre prétention, c'était d'apporter des éléments de réponse, de guider un peu vers la bonne stratégie à mettre en place. Il y avait certains projets qui se sont transformés en quelque chose de plus costaud, une collaboration plus sérieuse avec le labo, voire peut-être des stages et des thèses qui ont été faites grâce à la suite de ces projets. Ok, donc super intéressant. Et donc, tu es resté là-bas 1 an, et donc 2020-2022, là, retour quelque part aux sources, parce que CEA à nouveau, Centre d'énergie atomique, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, tu avais fait ton stage de master au CEA, mais pas le même, je crois. Pas le même, oui. Et donc là, ingénieur-chercheur au Centre d'énergie atomique à Saclay. Oui. Et donc au laboratoire appelé Laboratoire de modélisation à l'échelle. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé à trouver ce poste là-bas et puis les problématiques qui t'ont intéressé à nouveau dans cette mission? Oui, alors encore une fois, j'étais vraiment intéressé par appliquer des maths à des choses utiles avec un fort impact. Et donc l'énergie, pour moi, c'est vraiment un sujet très important. Ça continue à m'intéresser fortement, même dans mon poste actuel, je continue à regarder ce volet-là de manière importante. Ok. Donc, c'est ça qui t'a amené naturellement vers le CEA. Vers le CEA, oui. Et donc, alors à nouveau, j'imagine qu'il y a des questions de confidentialité, mais est-ce que tu peux nous dire le type de questions et de techniques mathématiques qui t'ont intéressé là-bas? Oui, alors au CEA, donc CEA, c'est un énorme centre. Il y avait différents laboratoires. Celui où j'étais s'appelle Laboratoire de modélisation à l'échelle Système. Et Système, pour dire en fait ce qu'on modélisait et ce qui nous intéressait à l'époque, c'est tout le système du réacteur nucléaire. C'est pas juste une partie, c'est vraiment on prend tout le réacteur nucléaire et on essaye de simuler le fluide et les échanges thermiques qui peuvent se passer dans ce réacteur-là, avec l'objectif déjà de comprendre les phénomènes physiques, mais c'est
aussi de pouvoir prédire des crises comme des fuites ou Oui. voilà, des C'est choses mieux si c'est bien prédit, ça, Voilà. on imagine. Et ça, c'est un projet colossal qui existe depuis 40-50 ans, avec un logiciel qui est public, dont je peux en parler, il s'appelle Qatar. Donc, c'est sur Internet, on peut voir le site, qui permet justement de faire toute cette modélisation. Donc, c'est un énorme logiciel avec beaucoup de physique dedans. Donc, c'est vraiment très, très riche. Et il y avait besoin de plein de compétences. Donc, de physiciens, évidemment, pour modéliser les phénomènes, d'informaticiens pour bien coder, implémenter la chose et que ça soit robuste, et que ça marche bien, et que ça marche sur toutes les plateformes, et ce genre de choses. Et de mathématiciens sur les aspects schéma numérique, optimiser des choses. Et moi, ma partie, c'était... je crois dans mon CV, j'ai mis data-driven quelque chose, mais c'est un terme pour dire utiliser les données pour améliorer les performances du code. C'est-à-dire, on a plein de données qui sont disponibles, donc est-ce que le machine learning ne peut pas nous aider à améliorer les performances de ce code-là grâce à toutes les données qu'on a générées depuis je ne sais pas combien d'années. D'accord, ok. Donc là, c'était plutôt des aspects machine learning que tu as développés. Machine learning, maths appliquées au sens où il y a des algorithmes d'optimisation à mettre en place. On a aussi révisé un petit peu les schémas numériques sur certains aspects où il y avait des choses à améliorer. Donc, Ok. Et est-ce que, parce que tu nous as dit, tu nous as bien expliqué, en fait, tous les types de scientifiques qui interviennent, on imagine. Est-ce que là, tu étais en interaction avec des scientifiques autres que des mathématiciens ou... Ah oui, tout à fait. Dans le labo, en fait, limite, on était une minorité de mathématiciens. C'était plus un labo de physiciens et d'ingénieurs en thermohydraulique qui sont vraiment intéressés par l'aspect application, développement. Mais dans le service et dans la direction de manière générale, évidemment, il y avait des mathématiciens qui regardaient ces aspects machine learning et schéma numérique. Il y avait des physiciens des fluides, des physiciens du solide. Voilà, il y avait un certain nombre de compétences et les discussions étaient vraiment très, très intéressantes parce qu'on parlait tous de la même chose, mais avec des termes et des visions complètement différentes. Et oui. Et complémentaires, j'imagine. Et complémentaires, évidemment. Ok, super. Et donc, 2022, ingénieur de recherche puis chef de projet R&D au sein du Data Lab à Saint-Gobain Recherche Paris, où tu es jusqu'à présent. Oui, donc c'est mon poste actuel. Ce qui nous permet de faire la transition tranquillement vers la deuxième partie de l'émission qu'on va consacrer justement à ton poste actuel. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de chef de projet R&D et nous dire quels sont vos sujets d'intérêt ? Saint-Gobain, c'est un groupe international qui est leader mondial dans la construction durable. Ils ont différents centres de recherche, d'ailleurs pas qu'un seul. Celui de Paris dans lequel je suis en fait partie. Et ces centres-là, c'est des centres qui regroupent chercheurs de différentes compétences pour travailler sur les enjeux industriels du groupe. Et donc, au sein de ce centre-là, on est différents départements, différents groupes, des gens qui font de la physique, de la chimie, de l'ingénierie, de la géologie, des sociologues, on a vraiment différentes compétences. Des sociologues aussi ? Eh ben, je te raconterai après des aspects super intéressants parce que, en fait, Saint-Gobain s'intéresse à l'habitat de manière générale, pas juste aux produits ou aux matériaux de l'habitat. Donc, il faut aussi pouvoir évaluer les aspects sociologiques oui, ok. Ça a du sens, ok. Ouais, l'urbanisme. Donc, au sein du centre, il y a un groupe qui s'appelle le Data Lab et donc je fais partie de ce Data Lab-là. Ok. Et donc, alors tu l'as un petit peu évoqué, peut-être juste donner un tout petit peu plus de détails sur tes sujets d'intérêt à toi. Donc, évidemment, on a toujours ces aspects de confidentialité, mais juste nous donner une idée des choses que tu peux regarder. Oui, bien sûr. En fait, au Data Lab, on est un certain nombre de chercheurs avec un background plutôt physique ou maths. Et on s'intéresse à résoudre des problèmes industriels grâce à des méthodes mathématiques. Donc, c'est en fait le vrai terme, c'est maths appliquées. On applique les maths à des problèmes industriels.
Et ça peut être de différentes natures. Ça peut être, on a des procédés de fabrication industrielle et il faut qu'on les optimise, il faut qu'on rajoute des parties qui manquent et qui doivent être améliorées. Un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est la décarbonation et l'efficacité énergétique de nos procédés de fabrication. Donc ça, c'est l'aspect procédé. Il y a l'aspect produit, qu'on a envie de fournir le meilleur produit avec la meilleure performance, le meilleur confort pour l'utilisateur, mais aussi les meilleures performances en termes de CO2, en termes d'énergie, en termes de coûts évidemment, parce que c'est une entreprise. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, avec des problématiques sous-jacentes qui sont des problématiques mathématiques. Et donc, il faut des gens pour les résoudre. Donc, ok. c'est ce qu'on fait. Donc voilà un exemple concret où les mathématiques viennent à la rescousse de problèmes de la vraie vie. Ah oui, tout à fait. Alors là, plus concret que ça, c'est vraiment là, pour le coup, c'est vraiment concret. Très bien. Et alors, j'ai du mal à visualiser. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemblent tes journées? Une journée type Oui, alors, donc l'aspect chef de projet, j'ai peut-être commenté sur Ouais. ça. Donc là, c'est l'aspect ingénieur de recherche. Ouais. Ça, c'est le métier d'ingénieur de recherche avec toute sa richesse et toutes ces nuances. Chef de projet, parce que, en fait, ces problématiques-là, ben, on les structure pour que ce soit efficace, pour qu'il y ait un suivi, etc., en projet. Et donc, quand la problématique est suffisamment riche avec différents aspects, etc., bah, ça devient un projet. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour gérer ce projet-là. Gérer le projet, ça veut dire s'assurer que tout le monde travaille sur la même question de manière cohérente, que les livrables sont cohérents et que sont en respectant les budgets alloués, les deadlines. Et aussi, un aspect très important, c'est l'aspect scientifique. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va gérer les deadlines, les livrables, mais qui va s'assurer de la cohérence scientifique et de l'utilité de la solution qui est proposée par les ingénieurs. Oui, donc c'est pour ça que, en fait, un chef de projet qui n'aurait pas suffisamment de background scientifique, ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui a forcément fait le métier déjà lui-même et qui a suffisamment de recul. C'est un ingénieur de recherche un peu avec plus de recul sur les problématiques, avec plus de vision, on va dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il est pas Et d'un point de vue concret, alors, est-ce que tu continues à toi-même être aussi ingénieur, c'est-à-dire, je vais dire, mettre les mains dans le cambouis, en gros, en plus de superviser? Oui. Alors, complètement. En fait, ça, il y a différentes façons d'être chef de projet. Souvent, avant tout, faire les choses, réfléchir soi-même, coder, implémenter, discuter avec les clients. Mais avant tout, c'est vraiment réfléchir et faire les choses. Ok. Après, parfois sur certains projets, la taille est suffisamment importante pour que les besoins, on va dire, en suivi, etc., deviennent un peu importants. Donc, c'est un autre équilibre à trouver. Mais quand même, l'idée, c'est de continuer à faire de la science. Et ça dépend des personnes. Mais en tout cas, personnellement, moi, j'espère en tout cas que je continuerai à mettre les mains dans le conduit aussi longtemps que possible. Je pense que je n'abandonnerai jamais au moins une petite partie de cet aspect-là. Je trouve que c'est très important. Ok. C'est très intéressant parce que du coup, là, tu développes une nouvelle facette de ton métier pour laquelle, a priori, tu n'as pas forcément été formé. Enfin, je veux dire, oui, ta formation fait que ingénieur de recherche, c'est naturel, etc. Superviser et devenir chef de projet, un peu moins. Donc, comment est-ce que toi, tu t'es emparé de cette nouvelle mission et qu'est-ce que tu penses que tu as apporté et que ça t'apporte? Très très bonne question parce qu'effectivement en fait il y a un peu un flou sur ce genre de poste et sur les notions qui rentrent en jeu et comment elles sont finalement assimilées par les gens. Et dans ma formation, typiquement, j'ai été un petit peu initié à ça, mais pas de manière formelle et pas de manière officielle. La thèse est quelque part un projet qu'on gère sur 3 ans, donc on s'assure quand même qu'on avance, on fait des choix, on renonce à certaines choses. Donc, ça nous apprend une certaine autonomie, mais on n'apprend pas les méthodes qui vont avec. Et donc là, je dirais qu'il n'y a pas de secret, on apprend déjà un petit peu en faisant. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est qu'une des qualités, en fait, finalement importantes, essentielles pour être un bon chef de projet, à mon avis, c'est d'être curieux. Et donc, quand on est curieux, on s'intéresse et on apprend, on regarde. Moi, je suis très curieux, je regarde sur toutes les sources que je peux trouver et puis je fais mon petit marché des informations qui sont utiles, moins bonnes, etc. Et aussi, évidemment, on bénéficie de formations en interne
qui nous permettent de formaliser les choses. Et quand on est chef de projet R&D ou chef de projet digital ou chef de projet autre chose, je ne sais pas moi, dans un métier en assurance, c'est complètement différent aussi. En chef de projet R&D, ça vient aussi avec une culture de la R&D. Et donc, il faut savoir ce que c'est la R&D. Et donc, un profil de scientifique, de chercheur, c'est toute cette richesse-là qui se traduit dans le poste de chef de projet. Ok. Et donc, au quotidien, donc, tu as une mission de supervision, ok, mais est-ce que vraiment tu travailles en équipe? C'est-à-dire, tu vois, enfin, moi, par exemple, dans mon travail, c'est beaucoup de discussions, d'échanges. On est autour d'un tableau, d'une feuille. Évidemment, il y a des moments où je travaille seule aussi, mais il y a beaucoup cet aspect-là. Est-ce que toi, tu as ça aussi? Et est-ce que c'est avec des pairs? Ou est-ce que c'est avec, je sais pas, parfois, des fois, on est ingénieur, on a des techniciens auxquels on délègue chaque tâche, certaines tâches. Comment est-ce que ça s'organise pour toi? Oui, alors il y a vraiment les deux. Il y a une partie où c'est un travail en individuel parce qu'il faut réfléchir, il faut formaliser les choses, il faut se poser pour prendre du recul. Et il y a une grande partie de travail en équipe. C'est beaucoup quand même plus du travail en équipe que du travail seul. Du travail en équipe qui peut être, on est autour d'un tableau, on pose des équations, on réfléchit. Vraiment, hein, on écrit, on regarde ce terme-là, pourquoi il n'est pas comme ça. Ah, toi, tu connais telle technique, d'accord, en fait, ça ne s'applique pas dans ma situation parce que c'est pas dérivable. Ce genre de choses. Et on a une partie aussi discussion, mais qui est un autre type de discussion, qui est discussion avec les gens qui nous soumettent le problème. Et ça, c'est un complètement d'autres compétences parce que on ne parle pas de la solution maintenant, on veut comprendre le problème. Et franchement, c'est pas une tâche facile parce que les gens viennent avec avec tout ce qui est implicite. Et c'est toute la richesse du métier, c'est d'aller chercher ce qui est implicite. Donc là, quand je dis là, j'ai dit le mot dérivable, pour moi c'est implicite parce qu'on est entre deux matheux, donc on sait ce que ça veut dire, mais en fait, la personne qui nous écoute, peut-être qu'elle ne sait pas. Donc, du coup, elle rate un petit peu de l'information. Donc il y a ces discussions-là qui nous permettent de comprendre le problème, de le formaliser. Les discussions purement techniques, scientifiques qui nous permettent de réfléchir au problème, commencer à proposer des solutions. Ensuite, typiquement, chacun prend un petit bout du travail et essaye de le faire. Ça se traduit quand même souvent par du code informatique parce que derrière, il faut proposer des solutions, enfin des choses implémentées. Et il y a des discussions après qui sont, maintenant, on revient avec ce qu'on a trouvé, on remet tout ça ensemble et on met les pièces du puzzle pour que ça fasse, pour que ça s'imbrique bien et que ça fasse la solution qu'on voulait. Ok. Je vois bien comment tout s'organise. Donc, il y a Donc, vous travaillez aussi au tableau comme nous, quoi. Vous avez des moments au tableau, vous avez... Ok, donc j'ai une image mentale un peu plus précise. Maintenant. Oui. Non, c'est vraiment en fait, c'est de la recherche appliquée. Il faut imaginer ça comme... c'est de la recherche comme on en fait traditionnellement dans les labos académiques. Sauf que ce qui nous anime, c'est pas de répondre à la question fondamentale théorique, même si parfois on est obligé de passer par cette étape-là, parce que pour répondre à la question concrète, il faut développer le maillon en milieu qui est quelque chose de théorique. Donc on s'intéresse et on regarde, on creuse. Mais ce n'est pas ce qui nous anime en premier. Ce qui nous motive en premier, c'est on a une problématique concrète. Comment on peut mettre nos compétences au service de cette problématique-là pour débloquer la situation, trouver une solution. Ok, super. Écoute, je pense que nos auditeurs et auditrices auront une vision un peu plus précise. J'espère. Ah non, c'était très clair. Merci beaucoup de ce qu'est donc un ingénieur de recherche en R&D. Du coup, est-ce que tu viens de nous brosser un petit peu un panorama des différentes tâches que tu peux être amené à effectuer? Quelle est la partie de ton métier où tu penses que tu prends le plus de plaisir? Franchement, je pense que dans toutes ces parties-là, il y a une partie comme tout, hein, il y a des avantages et des inconvénients. Dans les discussions, l'avantage, c'est qu'on apprend plein de choses, on se confronte aux idées. L'inconvénient, c'est parfois ça peut s'éterniser un peu, ça peut sortir un peu du scope initial. Parfois, on sort un peu de la zone de confort, ce genre de choses. Mais dans chacune des parties, il y a évidemment du plaisir et des tâches un peu moins confortables. Mais personnellement, moi, ce qui m'intéresse le plus, là où je prends je prends le plus de plaisir, c'est cette partie où la personne vient avec un problème et à la fin de la séance, on sait exactement ce que c'est le problème. On a
éliminer des choses qu'on pensait, enfin que la personne pensait être le problème et qu'en fait c'est pas du tout ça, et qu'on a identifié par contre des choses qui sont passées sous le tapis à la première discussion mais qu'en fait sont fondamentales et qu'on arrive avec une formulation un peu rigoureuse entre guillemets parce que c'est jamais vraiment rigoureux, mais une formulation suffisamment précise pour qu'on puisse l'attaquer avec des techniques analytiques de type maths ou data science ou ce genre de choses. Donc il y a une vraie satisfaction dans cette phase-là. Ouais, qui est, j'ai envie de dire, presque la plus importante, entre guillemets. C'est-à-dire, après, c'est les techniques habituelles de recherche qui sont... Mais là, vu que tu fais de la R&D, l'idée, c'est de répondre concrètement à un problème. C'est vraiment l'étape cruciale. C'est l'étape structurante des projets. Ouais. Ok, super. Et alors, à contrario, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins, des tâches que tu trouves peut-être un peu plus ingrates Oui, bon, après, je pense que comme dans tous les métiers, il y a beaucoup il y a un certain nombre de tâches administratives qu'il faut faire parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas, mais qui ne sont pas les plus intéressantes, quoi. Ok, oui, bon, c'est une réponse qui revient régulièrement, ça, même en entreprise. Ouais, ça, c'est partout, pareil. Ok, ben super. Et ben, on va finir ce segment juste en dédiant quelques minutes à la diffusion scientifique, parce que je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, où tu es également très impliqué. Par exemple, j'ai vu passer récemment sur LinkedIn un post où tu participais au forum des métiers dans un collège. Donc, c'est une question qui, tous les deux, nous tient très à cœur. Oui. Alors, plusieurs points. Le premier, tu as été finaliste au concours Ma thèse en 180 secondes dans ton université. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices en quoi consiste ce concours et nous parler un petit peu de ton expérience ? Oui, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours, mais c'est avant tout plutôt une aventure, une belle aventure même, où l'idée, le concept, c'est de présenter ses travaux de thèse en 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes, ouais, c'est ça ? C'est ça. Et je crois qu'il y a un jeu, je crois qu'ils ont mis 3 minutes parce qu'il y a 3 ans de thèse ou un truc comme ça. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose. Une minute par année. Bon, facile. Et donc, l'idée, voilà, c'est de faire... l'exercice de la synthèse, en fait. C'est vraiment ça qui est important. C'est un exercice excessivement difficile. C'est un exercice très, très difficile. Ah, ouais. Et c'est pour ça que je disais que c'est plutôt une aventure parce que finalement, ce qui est important, ce n'est pas le concours, ce n'est pas de le gagner, mais c'est comment on arrive à faire ces 180 secondes. Je me rappelle quand on avait commencé, parce que c'est un concours, mais c'est un travail d'équipe, en fait. On est en compétition, mais en fait, on prépare tous ensemble. Donc, c'est très intéressant comme ambiance. On est à la première séance où on a proposé nos premiers pitchs. Ça tient vraiment pas en 180 secondes. Et les remarques, les commentaires de tout le monde, c'est moi, je peux rien enlever. Là, c'est le minimum que je peux concéder. Et voilà, on avait des débats comme ça entre donc les personnes qui participent, donc nous, les thésards, et la personne qui nous coachait, parce qu'on avait un coach qui nous aidait un peu à préparer, qui nous proposait d'enlever certaines parties. Et là, non, ça marche pas. Je peux pas enlever cette partie-là, c'est vraiment très important. Mais ça tient pas en 180 secondes. Ouais, mais quand même. Donc voilà, c'est un travail de synthèse qui est très difficile, mais qui est très utile parce que finalement, dans le contexte, par exemple, de l'entreprise, mais je pense même dans l'académie, parce que quand on présente un poster dans une conférence, on a quoi, 2-3 minutes, 5 minutes si vraiment le jury est gentil, quoi. Mais sinon, il faut présenter les travaux de manière très synthétique, dire ce qui est important, ne pas dire autre chose que ce qui est important, mais dire quand même ce qui est important. Et voilà. Oui, et aussi réussir à le dire, parce qu'il y a un aspect... donc, OK, il faut être synthétique, c'est clair, c'est l'un des trucs les plus difficiles, mais il faut aussi être capable de vulgariser. Oui. Et c'est un exercice en soi. C'est vraiment un exercice. Alors, pour nous, issus de formation de maths, je pense que c'est un exercice un cran plus difficile. Objectivement, je pense que c'est plus difficile parce que c'est des notions abstraites.
Donc, moi, par exemple, dans ma thèse, alors je vais lancer des mots, ok. J'ai travaillé sur l'opérateur de Schrödinger, etc. Donc, alors, va expliquer le mot opérateur Mais... de Schrödinger dans un espace de Hilbert, Ouais, théorème de compacité. Enfin, là, je vais balancer plein de mots comme ça. C'est très difficile. Donc, il faut trouver des accroches. C'est là où une thèse en maths appliquée peut quand même offrir un peu de... Typiquement, moi, dans ma vidéo qui est disponible sur YouTube, je parle d'énergie solaire, je parle de l'impact des énergies renouvelables sur notre vie. Donc, ça, c'est très concret encore. Ouais, c'est ça. Et ensuite, je cache un peu les maths derrière un peu de physique, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, mais c'est un exercice qui est pas simple hein, de vulgariser les maths. Comme je suis tout à fait d'accord avec toi, certaines maths s'y prêtent plus que d'autres. Oui. Parce qu'en fait, dans les faits, souvent, quand même, pas mal de chercheurs en maths appliquées, quand on leur demande de vulgariser, ils expliquent leurs problèmes. Donc, en gros, le domaine auquel ils appliquent leurs maths, c'est ça. et on passe moins de temps sur la partie maths, sur vraiment. la partie technique, etc. Mais parce que aussi, c'est parfois difficile de l'expliquer et de la rendre accessible. Il faut des fois des outils un peu plus poussés. Oui. Mais ok, et donc c'est une expérience que tu as appréciée alors de faire Oui, ce oui. concours? Franchement, c'était vraiment très intéressant, très amusant. On a appris des choses, mais surtout, on s'est bien amusé avec les gens avec qui on a préparé. Le concours lui-même, c'est-à-dire le jour où on a présenté, ça s'est très bien passé aussi. Enfin, j'ai revu des profs que j'avais pas vus depuis 2-3 ans, donc c'était aussi l'occasion de revoir des amis de la connaissance. Donc, Ok, bon super. Et donc alors pour continuer sur cette lancée de diffusion scientifique, j'ai vu aussi dans ton CV que tu as écrit quelques articles de vulgarisation, notamment dans The Conversation ou encore Science et Vie. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment et pourquoi tu en es arrivé à faire ce genre de choses? alors, moi, la vulgarisation ou le fait de diffuser la science, c'est vraiment un truc qui m'a toujours plu et intéressé. D'abord, quand j'étais étudiant en tant que lecteur ou récepteur de ce genre de contenu, je me suis abonné à toutes les chaînes de YouTube de vulgarisation scientifique, les bonnes chaînes. Je lisais quand j'étais petit, Science et Vie. Enfin, je ratais aucune émission de C'est pas sorcier ou ce genre d'émission. Donc, je suis un fan absolu de vulgarisation scientifique. Et quand j'ai commencé à peut-être avoir des choses intéressantes à dire, je me suis dit, alors il faut que je participe aussi moi, parce Passe que de l'autre côté. passer un petit peu de l'autre côté. Et donc, dès que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Et là, les articles, typiquement de conversation, c'était une très belle opportunité. J'ai accepté avec un grand plaisir de rédiger ce genre d'article, et je continuerai à en rédiger dès que j'ai le temps et dès que je le peux. Ok, et ben super, et ça conclut tranquillement notre deuxième partie et on va passer vers ta carte blanche. Alors, de quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui? Alors, sur la carte blanche, j'avais mis algorithme de recommandation ou système de recommandation. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Ça aurait pu être un autre sujet de machine learning, mais c'était déjà, je trouve que l'application est très intéressante, on va le voir. Et aussi, je trouve que ça illustre bien l'interface entre machine learning, qui est un mot mystérieux, où il y a plein de choses, et les maths qui sont derrière. Et les maths qui sont cachées derrière ce système, c'est des maths de niveau peut-être Bac plus 1 ou Bac plus 2. Donc j'espère que grâce à cette carte blanche, ça rendra les choses un peu plus claires. Nous sommes toutes oui. Avec une intro comme ça. Là, j'ai mis la barre un peu. Je vais peut-être reprendre l'intro. Oui, donc, alors, déjà, on parle de système de recommandation et pas d'algorithme de recommandation, parce que c'est plusieurs briques. C'est pas juste un algorithme, il y a des choses qui viennent avant l'algorithme et des choses qui viennent après l'algorithme. Mais avant d'expliquer tout ça, c'est quoi un système de recommandation? Alors, un système de recommandation, c'est quand vous allez sur Netflix, la première fois que vous vous abonnez sur Netflix, il ne vous connaît pas du tout. Donc, il vous propose plein de films qui apparaissent, mais si ça se trouve, c'est des films que vous n'aimez pas du tout. Donc là, il vous propose quelque chose. Ensuite, vous allez faire votre recherche, vous allez regarder des films,
peut-être les noter, peut-être commenter, peut-être passer plus de temps, moins de temps, accélérer, ne pas accélérer. Vous allez faire plein d'actions sur ces films-là. Et au fur et à mesure que vous regardez des choses sur Netflix, alors je prends l'exemple de Netflix, mais ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être n'importe quel réseau social ou d'autres applications, je vais peut-être en dire 2 mots après. Et ben, au fur et à mesure qu'on rentre dans cette plateforme-là, ben, on a l'impression qu'il nous connaît vraiment. C'est-à-dire, il va commencer à nous recommander, d'où le terme système de recommandation. Il va nous recommander des choses qui ressemblent plus à ce qu'on a envie de voir. Moi, ça m'a fasciné ça, mais comment c'est possible? Ouais. Et là, ça a vraiment évolué et parfois, moi, quand je suis sur les réseaux ou quand je suis sur YouTube ou ce genre de choses, je suis vraiment fasciné parce qu'il me propose vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc là je vais essayer pendant 5 minutes d'expliquer en fait qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, évidemment, comme tout, là, je vais expliquer une façon un peu simplifiée de la chose. Il y a beaucoup d'autres détails, etc. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui dépensent des millions et des millions pour faire de tels systèmes. Ouais. Mais le principe que je vais dire, c'est quand même le même qui est sous-jacent à tous les systèmes de recommandation. Donc, c'est typiquement un cas d'usage de machine learning parce que dans machine learning, il y a learning et on ne peut pas faire de learning s'il n'y a pas de données. On ne peut pas apprendre sans données. Et c'est typiquement un problème où on ne peut pas faire de techniques de mathématiques standard parce que sans la donnée qui est j'ai regardé ce film, j'ai apprécié ce film, je ne peux rien faire. Ouais. Et donc c'est en ça que je pense que c'est une bonne illustration du machine learning parce qu'on a vraiment besoin de données. Donc première étape, collecter de la donnée. C'est quoi la donnée? C'est tous les films que tu as regardés, est-ce que tu les as aimés ou pas? Et comment on quantifie le fait que tu les as aimés ou pas? Soit de manière explicite parce que tu as mis 5 étoiles, Ouais. soit de manière implicite parce que tu l'as regardé jusqu'à la fin. Ouais. Parce que tu n'as pas quitté au bout de 2 minutes. Parce que tu as cherché vraiment explicitement Titanic, pour prendre l'exemple que tout le monde connaît. Donc, si tu as cherché explicitement ce film-là, c'est peut-être que tu l'aimes. Donc, on va prendre toutes ces informations-là, on va les agréger pour faire une donnée qui est la personne P aime le film F. D'accord? On donne une quantité. Ça, c'est la collecte de données. Ensuite, Netflix, il ne fait pas ça que sur toi, mais il fait ça sur tous ses utilisateurs. Donc, sur chacun des utilisateurs et sur chacun des films, il a un score. Oui. L'utilisateur machin aime le film truc. L'utilisateur machine aime le film muche, etc. Donc, on a une grosse matrice. Donc, premier mot magique, les matrices, qui lie tous les utilisateurs à ce qu'on appelle des items, parce que ça peut être des films, ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, ça peut être des posts, LinkedIn, ça peut être n'importe quoi. Donc matrice, tableau à double entrée, dont les lignes, par exemple, sont les utilisateurs et les colonnes, les items, les films, Exactement. etc. Et dans cette matrice-là, on va avoir 2 types de cases. Des cases qui sont remplies avec le score, parce qu'on sait que telle personne a regardé tel film et elle l'a apprécié ou pas. Ça, on le sait. Et des cases vides. Parce que la personne qui n'a jamais vu le film, on ne sait pas s'il l'aime ou pas. Ouais. Et justement, l'objectif d'un système de recommandation, il est très simple. Il faut remplir ces cases. Parce que quand on aura rempli ces cases, on saura si cette personne aime ce film ou pas. Donc jusque-là, ça va. En fait, c'est ça le problème d'un système de recommandation. Donc jusque-là, on a fait la grosse partie du travail qui est comprendre le problème. Maintenant, on veut le résoudre. Bon, on a une matrice avec certaines cases qui sont remplies, certaines cases qui sont vides, et on a envie de remplir ces cases vides. Comment on fait? C'est là où les maths rentrent en jeu. On a une notion de mathématiques qui s'appelle low rank approximation, une approximation de rang faible, ça je crois. Et donc, on a cette matrice-là qui est hyper grande. On imagine plusieurs milliers d'utilisateurs et plusieurs milliers de films. Et on a envie de décomposer cette matrice en un produit de 2 matrices petites. Alors, déjà... Alors juste, si on revient avec les nombres pour les auditeurs, imaginez vous avez un très grand nombre et en fait, vous voulez le couper en 2 nombres qui, quand vous le multipliez, vous obtenez ce grand nombre. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. En fait, en maths, on sait que quand on multiplie 2 matrices
d'une certaine taille, bah, ça nous donne une matrice d'une autre taille. Ça, on sait le faire. Et donc, on se dit, cette grande matrice qui a des cases vides et des cases remplies, on a envie de l'écrire comme le produit, la multiplication de deux matrices qu'on choisit d'être petites. En fait, on a le choix sur la matrice, on fait comme on veut. Et on se débrouille pour que, quand on fait ce produit-là, on choisit les cases de ces petites matrices. Celles-là, on les choisit parce que pour l'instant, elles n'existent pas. Donc, on les invente. Et on choisit ce qu'on met dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Bah, on met des choses, des chiffres, tels que des nombres, tels que quand on les multiplie, eh ben, on retrouve la même chose que les cases qui sont remplies. Donc, on se débrouille pour faire ça. Et comment on se débrouille, ça, je vais l'expliquer juste après. Ça, c'est peut-être le niveau 2. Pour l'instant, on sépare en deux matrices, dont quand on fait le produit, on retombe sur la matrice d'avant. Donc, on retrouve exactement les indications de films qu'on aimait ou pas quand on fait le produit. Parce que c'est la seule information qu'on a. Et là, il y a un truc magique qui va se passer, c'est que on s'est débrouillé pour que les informations qu'on connaît déjà, donc les datas qu'on a déjà, bah, on les retrouve, mais on a gratuitement toutes les autres. Parce que maintenant, on a rempli les petites matrices et en faisant leur produit, on retrouve toutes les autres cases. Et c'est là qu'on fait de l'apprentissage. On est en train de faire du learning. Parce qu'on se dit, tu apprends ces petites matrices grâce aux cases qui sont déjà remplies dans la grande matrice. Et l'autre étape, c'est la prédiction. C'est les cases où il n'y avait rien, c'est vide. Maintenant, je peux les calculer grâce aux choses que j'ai apprises avec les données que j'avais déjà. Donc, je prends une grosse matrice, je la décompose en petites matrices. Je me débrouille pour que ce qu'il y a dans ces petites matrices soit cohérent avec ce qu'il y avait renseigné dans la grande matrice. Et pour tout ce qui était vide, bah, je peux le retrouver gratuitement grâce à un petit produit scalaire, donc troisième terme mathématique. Waouh. C'est ça le principe. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on peut peut-être expliquer une notion avec un niveau légèrement plus élevé, mais ça reste quand même à la portée, je pense, de nos auditeurs, qui est comment on se débrouille pour que ce produit matriciel retrouve les cases qu'on avait. C'est la partie learning. Et là, on renvoie à la même notion que tout à l'heure, descente de gradient. Parce que on résout un problème d'optimisation. On ne peut pas, il est inespéré, d'ailleurs on a de la théorie mathématique qui nous permet de traduire ce mot inespéré en théorème, dire je retrouve de manière exacte toutes les entrées. Ça dépend de la sparsité, ça dépend de plein de choses. Donc au lieu de dire je retrouve exactement toutes mes données, je dis je retrouve le plus proche possible, avec le plus de précision possible. Et dès que je commence à dire le plus quelque chose, je suis dans le cadre de l'optimisation. Donc j'optimise, j'essaye de faire de mon mieux. C'est ça l'optimisation. Et pour résoudre un problème d'optimisation, on a une brique qui est universelle, qu'on retrouve partout, qui est la descente de gradient. Évidemment, pour les auditeurs les plus informés, ce n'est pas la seule brique, et il y a plein d'autres choses un peu avancées, mais l'idée, c'est toujours la même. On regarde, on essaie d'améliorer de proche en proche notre solution avec une façon de se déplacer qui est donnée par le gradient. Voilà. Bon. On a pris l'exemple de Netflix, mais vous prenez Netflix, vous remplacez par YouTube, vous prenez film, vous remplacez par vidéo, ça reste valable. Vous prenez Netflix et vous le remplacez par Facebook ou Instagram, et au lieu de film, vous remplacez par des posts ou des photos, et au lieu les utilisateurs, c'est les mêmes, donc ça reste valable. Et vous prenez Netflix, vous le remplacez par une entreprise, là on revient dans le monde concret, qui vend des produits en ligne, donc du e-commerce. Et les utilisateurs, au lieu de regarder des films, ils viennent sur le site pour acheter des choses. Et on a envie qu'ils achètent les bonnes choses. Et surtout, on a envie de leur recommander des choses. Ils ne savent même pas qu'on les vend. Et si on leur propose, ils vont dire « Mais c'est génial, je veux acheter ça !» Et ça, il y a un site très célèbre qui fait très bien ça et qui nous fait acheter des choses qu'on n'avait même pas imaginées. Ça commence par AMA et ça se termine par Zone. C'est ça. Donc, il y a vraiment des applications concrètes avec des enjeux économiques. Et juste pour l'anecdote, cet algorithme-là a été proposé suite à un challenge que Netflix
a mis en place, j'ai peur de raconter des bêtises, mais je crois que c'était en 2007. Et il y avait un prix très intéressant, à base de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, ils ont soumis une base de données comme ça et ils ont mis un challenge. Donc, celui qui arrive à prédire ce que les utilisateurs vont aimer avec la meilleure performance, il gagne le challenge. Wow. Et les personnes qui ont gagné ce challenge, c'est les personnes qui ont proposé cet algorithme. Et c'est depuis que cet algorithme est devenu un peu la référence pour ce genre d'application. Ok. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'utilisatrice des différentes choses dont tu as parlé aujourd'hui, c'est comme tout le monde, je suis assez bluffée par la puissance des recommandations. En fait, ça fait une très bonne transition vers un truc que je voulais dire aussi sur ce genre d'algorithme, qui est sur la mise en garde. Il y a une mise en garde pour ce genre d'algorithme. Donc, c'est un vrai sujet scientifique de recherche. Donc, il y a plein d'articles qui sortent sur ça, qui ont en fait le risque d'être enfermés dans des bulles. Exactement. Et donc, typiquement, sur les réseaux sociaux, les gens le constatent eux-mêmes. Il n'y a même pas besoin d'aller faire de la recherche. On constate rapidement qu'on voit toujours les mêmes choses et qu'on en a un peu marre. Mais sur des enjeux un peu plus importants, du genre faire acheter des choses ou des opinions politiques ou des choses où il y a un impact sociétal important, ces algorithmes, en fait, nous enferment dans des bulles. Et des chercheurs ont proposé des mécanismes de sortie de bulle. Mais oui. Donc, où de temps en temps, il va te proposer quelque chose qui a en apparence rien à voir, mais en fait, c'est quand même un peu calculé. Donc, Oui. quand on utilise ce genre d'outils, moi, ça me fascine parce que je dis, c'est génial, les Macs peuvent permettre de faire plein de choses. Et c'est vrai que c'est quand même confortable quand tu vas sur Netflix, tu te proposes un film et quand plus tu l'aimes, c'est super, au lieu de les chercher toute seule. Mais il faut faire attention à ne pas être enfermé dans des bulles et à laisser le déterminisme mathématique, en fait, vraiment déterminer tout ce que tu vas faire après. Ouais, c'est une question très, très importante que tu soulèves là. Parce qu'effectivement, des fois, moi-même, je me fais la réflexion de « Oh, pour une fois, j'aimerais bien regarder un truc un peu différent. » Et là, il faut aller chercher soi-même, quoi. Donc, Moi, avec des amis, parfois, on s'amuse à prendre un profil typiquement YouTube et à essayer de lui faire changer d'avis sur nous. C'est-à-dire, je regarde des trucs que je ne regarderai jamais en temps normal. Et je regarde au bout de combien de temps il revient un peu, quelle est son élasticité. ouais. Et en fait, c'est incroyablement robuste, ce genre d'algorithme. C'est rapidement, il revient quand même à ce qu'il connaissait de nous. Ah oui. Sauf si on reste suffisamment dans cette... on change d'avis, quoi. On change vraiment d'avis pendant longtemps et dit, OK, d'accord, j'ai compris. Oui, les changements passagers, il n'est pas trop sensible à ça. Il sait que tu es en train de t'amuser un peu, donc il va te proposer peut-être un ou deux pour t'amuser, mais il a quand même envie que tu continues à regarder. Donc il continue à te proposer des choses que tu aimes bien. Ok. Et autre truc qui m'intéresse aussi, c'est que donc là, tu parles de l'algorithme de base. Il y a un algorithme qui est extrêmement puissant en ce moment. C'est celui de TikTok. Oui. Qui est, je veux dire, c'est au point que c'est addictif pour beaucoup de gens. C'est assez incroyable. Oui. Donc, de ce que j'ai compris, moi, je connais pas très bien, mais de ce que j'ai compris, il est vraiment particulier. Il a une force. Est-ce que toi, tu en sais un petit peu plus Je pense que la personne qui pourra raconter des choses en détail sur l'algorithme de TikTok, c'est quelqu'un qui travaille chez TikTok. Absolument. Parce qu'en fait, ils sont assez... ils gardent le secret sur le secret de la recette, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils poussent les paramètres de recommandation et de performance de vidéo à fond. Ils ne sont pas du tout dans une logique... ça, c'est vraiment tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi. C'est mon opinion sur la chose. C'est ta lecture de leur algorithme. C'est ma lecture de leur algorithme, c'est qu'ils ne font pas du tout attention à équilibrer un peu, il faut que les gens puissent regarder différentes choses, etc. L'objectif, c'est la performance de la vidéo ou du post, je ne sais pas comment on l'appelle vraiment sur TikTok d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut que ça marche. Donc, l'algorithme apprend au fur et à mesure quels sont les ingrédients qui font que le post fonctionne. Et si tu rentres dans ces ingrédients-là, il le booste à fond. Ouais, c'est ça. Et sinon, parce qu'en fait, sur TikTok, ce qui fait que ça fonctionne comme ça, c'est qu'il te recommande. Tu n'as pas vraiment le choix, tu défiles pas sur plein de choses. Tu regardes quelque part un peu, tu es un peu passif finalement. Tu subis un peu finalement ce qui apparaît sur ton fil. Ouais. Et donc, si l'algorithme décide de pousser quelque chose, il y a un effet boule de neige. Plus il le pousse, plus les gens le regardent, plus les mesures de performance augmentent et plus il le pousse.
Mais en tout cas, c'est un algorithme de recommandation comme un autre, Ouais, bien sûr. avec clairement plus de subtilité que ce que j'ai raconté. Extrêmement puissant, en Mais tout cas. extrêmement Honnêtement, puissant. En ouais. fait, le business de ce genre d'entreprise est basé sur l'attention. Donc, il y a plein de recherches, pas que en mathématiques, hein, en neuro, etc., qui essayent de comprendre qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui capte ton attention. Et finalement, c'est ça le cœur de leur business, parce que en fait, l'objectif, c'est de passer le plus de temps sur la plateforme. Donc, ça se comprend qu'ils cherchent à optimiser ça. Bien sûr. Ok, bah écoute, en tout cas déjà, merci beaucoup pour cette carte blanche parce qu'on a appris en gros les mécanismes de fonctionnement, donc c'est hyper intéressant. Et je suis contente parce que ça permet de soulever aussi plusieurs points. Le fait que les mathématiques peuvent être utiles, peuvent régler des problèmes concrets et peuvent aussi, comme toute science, soulever des questions de société et donc des questions éthiques. Et donc, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il serait bon de réfléchir, nous, en tant que communauté, parce que ça nous impacte tous. On sait les potentielles conséquences de ce genre de choses. Donc, Tout à fait. En fait, c'est vraiment une question qui est fondamentale. Les compétences pour y réfléchir, je pense qu'il y a besoin de tout le monde. Les gens qui font les maths, qui font les algos, ont leur part, je pense, je ne vais pas dire de responsabilité, parce qu'il ne s'agit pas de prendre la responsabilité, mais en tout cas, ont leur carte à jouer pour déjà expliquer ce que font vraiment les algos, ou est-ce qu'il peut y avoir des dérives ou des utilisations un peu abusives. Et puis, il y a besoin aussi de gens en philosophie, en sociologie, qui réfléchissent à ces questions-là, et pas forcément dans une démarche de légiférer, de tout réguler, mais vraiment juste réfléchir et mettre en garde sur certains comportements pour que les personnes qui utilisent aient toutes les billes. Exactement, que ce soit des utilisateurs et utilisatrices avertis. Informés et avertis. Oui, tout à fait. Super intéressant, merci beaucoup Atman. Donc on va tranquillement passer à la partie recommandations culturelles. Alors, est-ce que tu as un petit peu, comme j'aime l'appeler, de nourriture culturelle à recommander à nos auditeurs et auditrices? Je vais faire mon algorithme de recommandation. Exactement. Alors, j'ai vraiment beaucoup de contenu que moi, je regarde et que j'adore. Le premier contenu que je peux recommander, je pense que d'autres personnes de ton podcast l'ont déjà recommandé, mais je remets une couche parce que c'est vraiment super. C'est la chaîne Science Étonnante. Ah non, c'est la première fois que ça sort. Alors là, il faut vraiment aller le regarder. Ça, c'est indispensable. C'est une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique animée par David Louapre, qui est un chercheur et qui vraiment vulgarise, je trouve, très très bien les choses. Ça, il s'attaque à des problèmes très complexes, mais il les vulgarise d'une manière à ce qu'on puisse repartir avec une ou deux notions après avoir regardé la vidéo. Donc c'est un chercheur en quoi, lui? Alors, c'est un physicien. Physicien. À la base. Donc ça, en fait, il y a la chaîne YouTube et les billets de blog. C'est aussi un blog. Donc dans les billets de blog qui accompagnent souvent les vidéos YouTube, il y a un peu plus de détails pour ceux qui veulent vraiment creuser. Il y a même du code Python qu'il fournit parfois pour aller tester les petites simulations qu'il montre. Donc vraiment, c'est un contenu, à mon avis, indispensable. Ok, super. Alors un deuxième contenu qui est lié aux questions qui m'intéressent, c'est ces questions à l'interface entre les sciences, c'est-à-dire maths, physique, et puis la philosophie des sciences, et puis le sens un peu dans la vie, c'est Étienne Klein, tout simplement. C'est tout d'Étienne Klein. C'est les podcasts France Culture, qui sont excellents. C'est les livres. Plein d'interventions sur YouTube aussi. Je ne sais pas tout ce qu'il y a sur YouTube, mais en tout cas, moi, j'ai regardé quelques vidéos, et je recommande vraiment aux personnes qui s'intéressent à ces questions-là. Parce que il faut quand même s'accrocher un peu parce que c'est plusieurs minutes et donc avec un vocabulaire un peu de spécialiste, mais c'est vraiment super. C'est très très bien présenté et c'est un moment agréable, même si on n'est pas spécialiste du domaine, on n'a pas envie d'écrire un livre là-dessus, mais on repart avec quelques anecdotes, quelques notions intéressantes. J'ai écouté, je le connaissais bien sûr, mais j'avais jamais eu l'occasion en fait d'écouter ou lire ses œuvres. Et j'ai écouté son entretien récent avec Hugo Duminil, le copain. C'était vraiment très chouette, très intéressant. Deux stars dans la même pièce, c'est clair que deux personnes géniales dans la même pièce, c'est clair que ça peut être que super.
Ok, ben super. Et ben merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Voilà de quoi satisfaire les auditeurs et auditrices. Alors moi, je vous recommande, en cette année de Jeux Olympiques à Paris, le livre « Pourquoi est-on penché dans les virages ? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions » d'Amandine Aftalion. Donc, le principe du livre, tout est dans le titre. L'angle est le suivant, en fait. On a une question concrète, par exemple, pourquoi les départs sur les stades sont décalés ? Pourquoi les balles ou les ballons peuvent-ils avoir des effets ? Ou encore, pourquoi nage-t-on mieux sous l'eau ? Et l'autrice s'attache à y répondre donc, de façon très accessible en 1 ou 2, 3 pages, donc à renfort de dessin, la plupart du temps avec pas ou vraiment très peu de formules. Les questions sont réparties donc, en 6 chapitres, courir, lancer, balle et ballon, au vent et froid, rotation et compter. Donc ça, c'est le découpage du livre. Et donc, à titre personnel, j'ai trouvé ça extrêmement agréable à lire. Vous pouvez sans problème le lire comme un roman, c'est-à-dire de façon linéaire, ou, donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai ouvert, j'ai été happée, et donc je l'ai lu les pages les unes à la suite des autres. Mais vous pouvez aussi picorer, c'est l'avantage de ce type d'œuvre, au gré des questions qui vous parlent le plus dans le sommaire. Et il n'y a pas besoin d'avoir un bagage scientifique de spécialiste. Le but du livre, c'est vraiment de s'adresser au grand public, mais j'ajoute que, quel que soit votre bagage, vous apprendrez forcément quand même plein de choses. Par exemple, j'ai appris que dans une course idéale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'accélère pas tout du long, en fait. Il faut accélérer, c'est plus efficace d'accélérer sur un certain temps et de décélérer sur la fin de la course pour les gestions de ressources, en fait. Comme le faisait d'ailleurs très bien Usain Bolt. Donc voilà, c'est un exemple parmi tous les sujets qui sont abordés et qui illustrent le type de questions. Et donc, je vous invite à aller le lire, c'est vraiment super intéressant. Vous découvrirez pourquoi il faut faire comme ça. Donc, je rappelle le titre, « Pourquoi est-on penché dans les virages ?» d'Amandine Aftalion, et c'est au CNRS Éditions. Merci, j'ai regardé, ça a l'air super intéressant, tu pitches très bien. C'est vraiment très chouette. Bon, donc voilà, ça nous permet tranquillement de terminer cette émission. Donc, on va finir sur la dernière question avec laquelle j'aime bien conclure. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Question très difficile, très, très générale. Déjà, sur ma vie personnelle, je souhaite continuer à être heureux avec ma famille, ma petite famille, et que ma fille apprécie les maths et qu'elle puisse découvrir ce beau monde qui est les maths et les sciences de manière générale, et que surtout elle puisse s'épanouir dans ce qu'elle choisira de faire. Et après, sur le plan plus professionnel, plus scientifique, il y a un certain nombre de projets que je suis en train de entre guillemets, de lancer un petit peu dans mon entreprise, et j'ai vraiment envie que ça évolue et que ça prenne de l'ampleur, sans rentrer dans les détails, c'est des projets qui mettent vraiment en lien l'intelligence artificielle et la simulation numérique pour tirer un peu parti des demandes. Il y a plein d'initiatives de ce côté-là, et moi j'essaie de pousser une initiative, et j'ai vraiment envie que ça se réalise assez rapidement, et voilà, je pense que ça apportera beaucoup de valeur à la fois scientifique, beaucoup de satisfaction pour moi, mais aussi beaucoup de valeur à l'entreprise. Eh bien écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup Atman. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et voilà qui conclut notre conversation avec Atman. Je suis ravie de cet échange car, grâce à lui, j'ai maintenant une vision bien plus claire de ce qui se cache derrière les mots R&D ou recherche en entreprise, et j'espère que c'est la même chose pour vous. Il y a finalement beaucoup de similitudes avec la recherche académique. L'une des différences majeures est peut-être la motivation finale, j'ai l'impression. Il y a une question concrète à laquelle on tente d'apporter une solution en un temps fini, là où la recherche académique peut se permettre de prendre du temps pour arriver à la solution optimale. Mais comme je disais, c'était chouette de constater qu'on a tout de même beaucoup en commun. C'est maintenant le moment de se dire au revoir, mais pour vous, auditeurs et auditrices les plus fidèles, qui êtes restés jusqu'au bout, voici quelques nouvelles en exclusivité pour vous récompenser. Comme je le disais dans l'intro, on termine donc cette saison 2 avec le monde de la recherche en entreprise. La prochaine invitée conclura cette saison en beauté avec un épisode qui a été enregistré en public. Après 2 nouveaux épisodes bonus qui finiront définitivement de clôturer cette saison, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la saison 3. Et je vous avais promis une exclue, la voici. Pour l'occasion, on inaugurera un nouveau format.
Je n'en dis pas plus, mais je vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour le découvrir. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, même si vous m'écoutez habituellement par d'autres canaux. Ça prend très peu de temps, mais ça m'aide énormément avec nos amis les algorithmes de recommandation qui n'ont maintenant plus de secret pour vous. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.